c'est la fin de Genshin. Peut-être qu'entre vos 3 entrées, 4 plats principaux et 6 bûches différentes suivies de multiples snacks et de... Mais moi je trouve que tu manges plus comme avant. Tu fais un régime, c'est ça? Non? Eh bien, reprends du gâteau, faut manger à ton âge! Sermonné par un de vos parents lors du repas de Noël, vous avez entendu des gens s'inquiéter du futur des jeux gacha. Mais pourquoi donc? Eh bien, tout simplement parce que le 22 décembre, on a eu vent d'un projet de loi concernant la monétisation de certains jeux du côté de la Chine. Le but global étant de lutter contre l'addiction aux jeux en ligne, tout en limitant les dérives des microtransactions dans ces derniers. À noter qu'il s'agit juste d'une ébauche de nouvelles réglementations, mais que rien n'est encore en vigueur puisqu'ils veulent d'abord jauger la réaction des joueurs et des développeurs. Et réaction est lieu, comme en témoigne ce magnifique graphique des actions de Tencent, qui montre une belle chute dès le 22. Un autre grand acteur des jeux vidéo chinois, NetEase, enregistre une chute similaire. Avant d'aborder les lois récentes, je trouve intéressant de se pencher sur l'histoire du jeu vidéo en Chine. Vous allez le voir, ça permet de comprendre pourquoi le marché a évolué comme il l'a fait. Aujourd'hui, personne ne doute de la place de la Chine dans le paysage vidéoludique. De plus en plus de jeux à succès voient le jour et sont exportés depuis des studios chinois. Et les titans de l'e-sport organisent leurs tournois à Shanghai. Pourtant, on ne peut pas dire que la Chine ait immédiatement bien accueilli ces nouvelles technologies. Dans les années 70, alors que les jeux vidéo prenaient en ampleur en Occident, la Chine était accaparée par des réformes politiques et économiques, suivant la mort de Mao Zedong en 1976. Il y eut alors un souhait de se former aux nouvelles technologies pour booster l'économie du pays, alors que la Chine était à la traîne face à la concurrence. Ayant le Japon comme voisin, les jeux commencèrent à être importés, bien que revendus une fortune et donc peu accessibles au public. À partir d'ici, les Chinois développèrent un marché gris des jeux vidéo. Les consoles étrangères étaient importées, démontées, étudiées et reproduites pour proposer des consoles et des jeux contrefaits plus abordables, puisque la demande était bien présente. Et ce, à tel point que la revente de contrefaçon dépassa rapidement la vente des produits originaux, qui ne parvenaient pas à affronter cette concurrence déloyale et donc à s'installer durablement. Ajoutée à cela que dans les années 90, la popularité des jeux avait tant grandi que l'inquiétude avait pris en ampleur à ses côtés. On commençait déjà à qualifier les jeux vidéo d'héroïnes digitales, tandis que les médias nationaux parlaient de contamination de la civilisation spirituelle. Vous voyez ce que ça fait quand vous perdez trop de fois sur LoL? J'en peux plus! Mauvais citoyen. En juin 2000, une loi passa pour renforcer les réglementations autour de l'industrie. Le but général était de protéger les mineurs de tout contenu violent, érotique ou même politiquement submersif. À compter du jour de la publication de cette note, la fabrication et la vente de tout appareil de jeu numérique, ainsi que de ses pièces et accessoires, dans les zones domestiques doivent être immédiatement arrêtés. Et c'est comme ça que la Chine passa à côté d'une bonne partie de l'industrie des consoles. Mais vit son secteur de jeux PC continue à générer de l'engouement. Les cafés internet se développèrent pour suivre cette tendance et encore aujourd'hui, on peut en trouver pas mal en Chine comparé à chez nous. Pour concurrencer le marché des contrefaçons qui donnait un accès peu cher aux jeux, les développeurs ont étudié de nouveaux modèles économiques pour proposer des jeux gratuits ou peu chers à l'achat qui étaient rentabilisés pour l'éditeur par la suite. 不要什么意思？不要就是不要。 C'est comme ça que les géants de l'industrie Tencent, NetEase ou encore Perfect World se sont établis pendant l'âge d'or des MMO free-to-play. Mais en 2007, les critiques fusèrent à nouveau. Entrez dans n'importe quel café internet et il est rempli de jeunes garçons qui tapent sur leur clavier. La plupart d'entre eux ayant apparemment moins de 18 ans. Si l'on en croit les médias d'État, la Chine connaît une épidémie de dépendance à internet parmi sa jeunesse. Un rapport officiel estime que près de 6% des adolescents utilisant internet, soit pas moins de 3,5 millions d'adolescents, sont en ligne plus de 40 heures par semaine. C'est pourquoi le gouvernement exige que les éditeurs de jeux installent un logiciel anti-addiction sur leurs jeux afin d'empêcher les adolescents de jouer trop longtemps. Vous l'avez certainement déjà vu. Ce petit message d'avertissement en jeu vous informant que vous avez joué plus d'une heure et vous invitant peut-être même à prendre une pause. Ce n'est clairement pas ça qui va sérieusement vous inciter à couper votre session, mais au moins, ça permet aux éditeurs de se dédouaner de toute responsabilité. De toute manière, même lorsque les règles sont durcies, les joueurs trouvent toujours des moyens de les contourner. L'autre jeu préféré de Wang, World of Warcraft, inclut le logiciel. Mais comme il partage une identité en ligne avec son père et son cousin, il n'utilise pas sa propre carte d'identité. Le système n'a donc aucun moyen de savoir qu'il est mineur. Mais cette année-là, en 2007 donc, l'industrie du jeu vidéo en Chine pesait déjà 1,7 billion de dollars et était estimée à 42 millions de joueurs. On ne considérait pas encore ces joueurs comme impactant l'industrie mondiale, puisqu'encore majoritairement rattachés au marché gris. Mais on les observait tout de même, avec intérêt, puisque si on parvenait à les faire jouer à des jeux monétisés, on touchait une nouvelle grande masse de joueurs. En 2008, le jeu de gestion Happy Farm fut listé comme un des 15 jeux les plus influents de la décennie par le magazine Wired. À partir de là, on imagine très bien comment les jeux mobiles ont pu prendre une place importante.
Un téléphone, c'est bien moins coûteux qu'un PC. Et tout le monde a rapidement pris l'habitude d'en avoir toujours un. Avec un simple abonnement, ça permet d'accéder à Internet et donc à des jeux vidéo. En 2012, on estimait le marché mobile comme représentant 10% du marché vidéoludique chinois. En 2018, on avait déjà bondi à 50%. Donc clairement, si vous vous demandiez pourquoi l'industrie des jeux mobiles est en train de tout dévorer, c'est dû au public chinois qui est friand de ces titres et représente énormément de joueurs. We don't have any plans at the moment to do PC. Do you guys not have phones? Yeah, you guys all have Everyone's got a phones, phone. right? Hey, just was wondering, is this an out-of-season April Fool's joke? Bon, vous l'aurez compris, en Chine, on aime bien limiter au maximum les mineurs pour éviter qu'ils ne sombrent dans une dépendance vis-à-vis des jeux vidéo. En soi, c'est pas forcément plus mal, quand on compare à l'Europe où des parents se plaignent fréquemment que leurs gosses sont exposés à trop d'imagerie violentes ou érotiques. Ouais, enfin, le gamin de 12 ans, il a pas acheté GTA et le PC pour y jouer seul. Vous pouvez surveiller votre gosse aussi? Eh bien, plutôt qu'avoir des parents qui rejettent la faute sur les éditeurs, en Chine, on impose des limites dès le développement. En 2019, les mineurs étaient limités à 90 minutes de jeu en ligne par jour en semaine et 3 heures par jour le week-end. De plus, ils avaient simplement interdiction de jouer entre 22h et 8h du matin. À ça, s'ajoutent des limites de dépenses. Entre 8 et 15 ans, seuls 200 yuan peuvent être dépensés par mois sur des jeux vidéo. À 16 et 17 ans, on monte à 400 yuan. A noter que pour contrôler tout ça, les joueurs chinois mineurs doivent s'enregistrer via leur vrai nom pour que leur identité soit vérifiée dans la base de données nationale. Et que, comme on l'a déjà constaté plus tôt, la plupart des gamins se contentent d'enregistrer la carte de leurs parents pour bypass les limites. En 2021, de nouvelles lois sont venues durcir les précédentes, en limitant le temps de jeu en ligne par semaine des mineurs à 3 heures. Ceci suite à un article publié sur un journal possédé par l'État qui comparait les jeux à de la drogue une nouvelle fois. L'opium spirituel est devenu une industrie valant des centaines de milliards. Les données montrent qu'actuellement, 62,5% des internautes mineurs de mon pays jouent souvent à des jeux en ligne. 13,2% des utilisateurs mineurs de jeux mobiles jouent à des jeux mobiles plus de 2 heures par jour en moyenne en semaine. Les méfaits des jeux sont de plus en plus reconnus par la société et sont souvent qualifiés d'opium spirituel et de drogue électronique. Ce nouveau type de drogue s'est développé rapidement et est devenu une énorme industrie. En 2020, le chiffre d'affaires réel du marché chinois des jeux s'élevait à 278 687 milliards de yuan, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 20,71%. Tencent Games, qui représente la moitié du secteur, a réalisé un chiffre d'affaires de 156,1 milliards de yuan en 2020. Cet article à lui seul avait fait baisser les parts en bourse de Tencent de 10%. Donc après ça, je vous assure que les grands acteurs de l'industrie chinoise ont baissé la tête et juré qu'ils feraient super gaffe à bien surveiller les gamins sur leurs jeux. Bon, après on est en Chine. Hein. En 2014, les mecs te demandaient de boycotter les artistes ayant des positions politiques incorrectes ou des styles efféminés, insistant qu'une atmosphère patriotique se doit d'être cultivée. Je suis à peu près sûre que je trouve des doujins si belles de Romance of the Three Kingdoms. De quoi bien effrayer le gouvernement chinois, ça. Vous pouvez rire en pensant que ça date de 2014, mais en 2021, le gouvernement chinois s'est servi de Venti pour illustrer les personnages masculins qu'il juge trop efféminés. À ça, vous pouvez ajouter le fait que les jeux doivent être approuvés par le gouvernement avant de sortir en Chine. Ainsi, vous comprenez pourquoi le catalogue Steam chinois est bien plus épuré que le global. Maintenant qu'on dispose de tout ce contexte, est-ce que c'est vraiment surprenant que le gouvernement chinois décide de durcir un peu plus ses lois en rapport avec les jeux? Pas vraiment. Regardons un peu ce que le gouvernement prévoit maintenant pour effrayer toute l'industrie ainsi. Les nouvelles règles évoquées semblent en grande majorité vouloir limiter les microtransactions dans les jeux. Comme ça a souvent été le cas auparavant, un accent tout particulier est aussi mis sur la surveillance des mineurs, notamment avec l'article 39.5. Les gachas doivent être interdits aux mineurs. L'article 18 est celui qui nous intéresse le plus et se traduit comme suit. Les jeux en ligne ne doivent pas proposer de récompenses incitant à une connexion quotidienne, une première recharge et une recharge cumulative. Les jeux en ligne doivent fixer des limites de recharge aux utilisateurs et les annoncer dans leurs règles de service. Des avertissements contextuels doivent être mis en cas de consommation irrationnelle pour avertir les utilisateurs. Pour ceux qui jouent pas trop à des jeux proposant du gacha, l'article 18 signifie qu'on peut faire une croix sur les bonus de connexion quotidien. Vous n'aurez donc plus la pop-up tous les jours qui vous félicite d'être assidu sur le jeu. Et la faveur de l'astre dans Genshin devra être retirée. Les récompenses bonus, quand on achète plusieurs fois de suite la même chose, ça concerne par exemple les bannières sur Genshin, qui accumulent au fur et à mesure de la pity pour que vous finissiez par avoir l'élément phare de ladite bannière si vous la tentez suffisamment. Et bien entendu, plus d'incitation à saisir sa CB une première fois dans le jeu en proposant des récompenses bonus pour votre premier achat. L'article 23, lui, pose question quant au moyen de convertir de l'argent in-game en vrai argent.
Le champ d'utilisation de la monnaie du jeu en ligne est limité à l'échange de produits et services de jeu en ligne fournis par lui-même et ne peut pas être utilisé pour payer, acheter des biens physiques ou échanger des produits et services d'autres entités. Il n'est pas permis de fournir aux utilisateurs de services d'échange de monnaie de jeu en ligne contre de la monnaie légale, sauf lorsque l'éditeur de jeu en ligne met fin au service et restitue à l'utilisateur la monnaie de jeu en ligne inutilisée. Comprenez par là qu'il ne sera plus possible de convertir de l'argent obtenu in-game contre du vrai argent utilisable IRL, à moins que le jeu ne soit en fin de vie et que le but soit de vous rembourser votre investissement. Pas mal de MMO reposent sur des économies complexes où les joueurs désireux d'investir du temps et une somme initiale peuvent en tirer du vrai argent. On menace donc ces économies où les joueurs seront plus réticents pour leurs premiers investissements. Voilà essentiellement ce qui inquiète. Jusqu'à présent, le gouvernement se contentait de protéger la jeunesse du pays en instaurant des couvre-feux, limitant le nombre d'heures de jeux en ligne hebdomadaires ou en censurant des jeux étrangers. Ici, si l'article 18 est réellement établi, qu'est-ce qu'on fait de la vaste majorité des jeux mobiles gacha qui reposent sur leurs microtransactions? Tout le modèle économique devra être revu pour trouver de nouvelles entrées d'argent. L'argument en faveur de ces nouvelles lois étant bien entendu qu'ici, on protège le joueur avant de protéger l'industrie. Tous les systèmes visant à être retirés sont tout autant de machinations pour vous inciter à dépenser toujours plus dans votre jeu gratuit à l'origine. On peut donc voir ça comme une bonne chose. Mais il convient tout de même de noter qu'au final, les jeux se doivent d'être rentables pour exister. Si on retire ces systèmes, d'autres devront voir le jour pour vous inciter à saisir votre CB. Reste à voir s'ils seront aussi pernicieux. Je suis donc curieuse d'avoir votre avis. Est-ce que vous seriez pour qu'en France, on limite aussi ce genre de pratique commerciale à la limite de la manipulation? Ou bien, vous partez du principe que c'est au consommateur de faire attention et de ne pas plonger tête la première dans les microtransactions? On parle là d'une véritable addiction dont certains peinent à guérir, tandis que de grosses sociétés s'enrichissent au travers de leur maladie.